Salut, alors investir dans le but de revendre ou investir dans le but de louer, vous allez voir qu'il faut bien prendre tous les critères en compte et que parfois on en oublie certains qui peuvent changer la donne. Alors c'est vrai que les annonces regorgent de bonnes affaires, idéal investisseur, bon rendement, on affiche souvent des rentabilités dites exceptionnelles, des chiffres censés ravir tous ceux qui vont investir dans l'affaire du siècle avec des 7, des 8%, des trucs incroyables. Mais le problème c'est que souvent ces belles paroles des agents immobiliers peuvent s'avérer être une catastrophe en fait comme investissement et vous allez comprendre pourquoi. En ce moment, donc, je travaille pour un investisseur parisien qui est dans la finance et qui brasse quotidiennement probablement plus d'argent que la plupart d'entre nous mettraient 10 ans à gagner. Vu les enjeux, il a donc nécessairement une vision un peu plus poussée et une façon de calculer une rentabilité différente de la mienne qui, moi, c'est simplement ma méthode, c'est prendre 10 ans de loyer divisé par le prix d'acquisition pour obtenir un rendement brut. Bon, j'utilise ce mode de calcul pour comparer rapidement deux rendements, mais la véritable rentabilité, vous le savez, est loin de se calculer comme ça. Mais même pour le banquier, en fait, il utilise aussi ce calcul simpliste auquel il va juste dégréver 30% pour inclure les coûts de fonctionnement, les charges, les impôts, les vacances locatives, etc. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que il suffit de taper calcul de rentabilité net sur Internet pour avoir 50 réponses de gens qui sont certainement bien meilleurs que moi en compta. Par contre, mon client m'a fait prendre conscience d'un détail que je voudrais partager avec vous. Alors, détail qu'on a tendance à sous-estimer, voire à oublier, parce que si pour un petit investissement, le banquier, lui, se contentera d'un business plan approximatif, lorsque les montants atteignent des centaines de milliers, voire des millions d'euros, eh bien, les banquiers ne jouent plus dans la même cour et ont une approche un peu plus poussée. Et donc, mon client m'a simplement posé quelques questions. Par exemple, il m'a dit que si c'était un meublé, on sait que fiscalement, c'est plus rentable, d'accord, mais il m'a demandé la durée de vie d'un frigo, la durée de vie du four, du lave-linge, un canapé, ça dure combien de temps, et une literie. Parce que finalement, si on prend en considération l'usure du mobilier, eh bien vous allez voir, si vous faites le calcul, qu'il vous faudra quasiment prévoir un mois de loyer par an juste pour renouveler ces équipements. Mais il n'y a pas que ça, c'est bien le problème, c'est que il m'a aussi posé d'autres questions. Combien de temps ça dure la peinture dans une cage d'escalier? Alors ça, vous pourrez avoir la réponse s'il y a une copropriété, il suffit d'aller éplucher les comptes rendus. Mais il n'y a pas que non plus la cage d'escalier, le ballon d'eau chaude par exemple, lui non plus, il n'est pas éternel. Admettons qu'il ait 5 ans par exemple. Combien de temps, docteur, il lui reste à vivre? Et les revêtements de sol, les peintures, une cuisine, ça dure combien de temps une cuisine? 5 ans? 7 ans? 15 ans? Et une façade, même si elle est en bon état, combien de temps avant le ravalement? Pareil pour la toiture, est-ce que les locataires pourront encore dormir au sec longtemps? Ces questions qui peuvent paraître lointaines, un peu ennuyeuses, je dois bien le dire, c'est pourtant clairement des vraies questions qu'on doit se poser pour anticiper et faire de nos projets des investissements viables et réguliers. Trop souvent, on a tendance à profiter de nos équipements sans se soucier qu'un jour lointain, ils seront à renouveler. On se dit, on verra bien, d'ici là on sera riche ou je sais pas, on fera un petit crédit, on verra d'ici là. Sauf que ce jour lointain, des fois c'est aujourd'hui. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un bonnet et une écharpe à mon bureau. En fait, il y a quelques jours, ma pompe à chaleur qui chauffe toute la maison a rendu l'âme. C'est le moteur et la carte électronique qui a lâché au bout de 6 ans. Alors, c'est sûr, j'étais ravi jusqu'ici du rendement exceptionnel de mon chauffage. Tu parles 4000 watts seulement pour chauffer 400 mètres carrés. C'est génial. Et pourtant, le prix du mètre carré à chauffer prend soudainement une grosse claque si on inclut l'achat, mais surtout la réparation de la pompe. C'est comme un investissement immobilier qui était super rentable, auquel il faut soudainement refaire le toit. Le rendement en prend un sacré coup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on me pose souvent la question en immobilier locatif, est-ce que je dois conserver mon chauffage central ou non? Alors à moins que votre chaudière soit flambante neuve, moi je conseille en général de passer au tout électrique parce que même si le coût de fonctionnement, le coût de chauffage du kilowatt est plus important, vous allez être gagnant en entretien. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis de nature plutôt positive et que finalement je trouve cette expérience de froid polaire plutôt enrichissante. Ça permet en fait de relativiser, ça permet de mesurer la chance qu'on a de vivre dans un logement qui est normalement chauffé à 19 degrés et on s'habitue tellement vite à ce confort qu'on s'en rend en fait même plus compte. Vous savez, on dit que les choses sont jamais aussi présentes que quand elles sont plus là. En fait, je vous le confirme, notre chauffage a bien disparu. Alors avoir chaud, c'était devenu normal
et ce qui est malheureusement pas la norme pour tout le monde, puisque en fait en France on a 14% des foyers qui souffrent de cette nouvelle maladie qu'on appelle la précarité énergétique. Alors revenons à notre investissement immobilier, ça nous amène à un constat, c'est que acheter pour louer à long terme c'est parfois moins intéressant qu'un achat à revente, même si on est imposé sur la plus-value à raison de 34%, sauf si c'est notre résidence principale, ça peut être une opération très rentable. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-il nécessaire également de créer le coup de cœur pour vendre? On va voir si l'énergie déployée pour créer cet effet waouh est utile à la vente. Plusieurs fois, je vous ai montré que c'est intéressant pour du locatif. On va voir ce que ça donne pour de la vente. Dans les Pays de la Loire, un appartement se vend en moyenne en 95 jours. Pour ma part, dans une petite ville à la croissance négative, où 20% des logements sont vides, alors pour rien vous cacher, c'est Sablé-sur-Sarthe, il m'aura fallu moins d'un mois pour vendre, et sans même passer par agence. Bien que largement au prix du marché, j'étais plutôt confiant, parce qu'en fait, il n'y avait qu'à ouvrir ma boîte mail pour voir le nombre de demandes. Regardez, ça c'est ce que j'ai reçu en une journée. Et la personne qui a fait une offre a bien voulu nous donner son avis sur la visite. Vous allez comprendre pourquoi son choix s'est arrêté sur ce logement, alors qu'au départ, c'était pas gagné. Alors je suis actuellement dans le T4 que j'ai mis en vente et j'ai une Camille qui est là, qui vient de visiter le logement, qui peut-être va faire une offre. Et je voulais recueillir ses impressions pour vous montrer à quel point créer le coup de cœur, ça pouvait être important pour louer, mais aussi pour vendre. Donc Camille, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais savoir si vous aviez visité d'autres logements sur Sablé. Est-ce que vous avez visité, par exemple, des logements qui étaient plus lumineux, plus grands, avec un jardin, avec un balcon? J'ai visité avec un jardin. Après, beaucoup plus de travaux et beaucoup moins accueillant. Voilà, après, c'était moins facile à se projeter dans la vie de tous les jours derrière. Est-ce que, au départ, votre projet était un logement sans jardin, sans balcon? Est-ce qu'il correspondait à celui-ci? Non, du tout. Moi, je cherchais une place de parking vraiment à proximité et du terrain. Et ben, pour le coup, on va peut-être changer d'avis, voilà. C'est donc en fait pas la raison qui a décidé, c'est plutôt la passion, là, si je comprends bien. Oui, c'est un peu le coup de cœur. C'est vrai que le design, l'agencement de l'appartement qui se dit que pourquoi pas changer d'avis, quoi. D'accord. Et là, vous arrivez facilement à vous projeter? Oui, tout à fait. Et ce bien-là, c'est quelque chose que vous pensez habiter? Oui, pour le moment, oui. Peut-être pas sur toutes mes années, mais voilà. Et vous imaginez le revendre? Est-ce que vous pensez que ce sera facile à revendre? Je pense que oui, ça pourrait être facile à revendre ou facile à louer derrière. C'est vrai que quand on passe dans Sablé, on ne s'attend pas à avoir des locaux comme ça à l'intérieur. On ne s'attend pas à avoir autant de cachets. D'accord. Je vous remercie pour cette petite interview. Et puis, on se revoit bientôt pour l'offre. Voilà. Merci. Merci. Alors que serait-il arrivé si mon logement n'avait pas bénéficié d'une rénovation comme ça, coup de cœur? Tout simplement, personne ne se serait intéressé à ce logement, ou en tout cas pas à ce prix-là. Camille, donc, qui a fait l'offre, n'aurait en tout cas apporté aucune intention à ce logement, elle l'a dit, puisqu'il ne correspondait pas du tout à ses critères de recherche. Ma méthode d'écornement a donc encore frappé. Bien, alors, location ou achat-revente, peut-on investir sérieusement sans se former à cette stratégie coup de cœur? C'est vous qui voyez, mais moi je vous conseillerais bien d'aller faire un petit tour en cliquant sur le lien ici pour voir ce que je propose dans ma formation et pour mettre toutes les chances de votre côté de cartonner en immobilier. Allez, je vous dis salut, c'était Jean-Christophe. Et puis moi je crois que je vais me boire un petit chocolat chaud.